Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, Domoïna. Ok, d'accord. Oui, j'ai un problème de connexion pour la personne qui m'a demandé. Donc, du coup, on va faire avec. Vous me dites si ça passe pas bien. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Ok. Alors, donc, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent pour les personnes qui viennent pour la première fois, je vais vous demander de faire un tour rapide juste de vos prénoms. Et si vous pouvez montrer votre visage pour que je puisse, moi, vous rentrer en contact énergétique avec vous. J'ai besoin de ça pour... Domoïna. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Je suis votre newsletter depuis un an maintenant, je crois. Et j'étais là peut-être une ou deux fois dans le webinaire. Voilà, ouais, mais j'ai pas fait une formation en ligne avec vous. Je suis Sharazad Belhaim de l'Algérie, de Guelma précisément. Enchantée. Ok, merci beaucoup. Merci. En fait, j'ai vraiment besoin de rencontrer les personnes parce que ça me permet, moi, de savoir qui est derrière l'écran. Ça m'aide au niveau de la connexion et de ce que je vais pouvoir dire. Merci. Alors, qui d'autre? Donc, Joël Coriolan, je pense que je ne connais Sib, tu pas. es muted. Ah oui, c'est toi. C'est ok, d'accord. Donc, c'est Sharazad. Oui, c'est moi. Et Yassib aussi, elle veut parler, mais sans micro. Ouais, d'accord, c'est bon. Oui, bonjour. Alors, bon, j'ai mis Sib, mais moi, je suis Sybille et j'arrivais pas à débloquer le micro, mais là, c'est bon, j'ai compris. Bonjour tout le monde. Oui, bonsoir. Ok. Et vous m'avez connu comment? Je ne sais même plus par Internet, comme ça, je crois, en faisant des recherches comme ça sur les soins énergétiques. Je ne sais plus. D'accord, ok. Très bien. Ok, alors on va prendre la suite. Sylvie Huet, je crois. Oui, bonjour. Bonjour à toutes, tous. Moi, je suis de Lorraine, de Nancy, en France, et j'ai découvert via Internet, en fait. Je l'ai découvert via Internet. Voilà. D'accord. Ok. Enchantée. Très bien. Alors, comme je suis dans un endroit très particulier là où ce soir pour ce webinaire, je ne vais pas pouvoir, moi, malheureusement, tout à l'heure, peut-être à la fin, vous verrez mon visage parce qu'en fait, là où je suis, j'ai pas beaucoup de réseau, donc j'ai pu aller me mettre quelque part pour avoir un réseau. En gros, en fait, j'imagine que vous avez tous été regarder un petit peu ce que je fais sur Internet. Donc, pour vous situer, je suis dans ma fonction thérapeute holistique, spécialiste de tout ce qui va être difficulté relationnelle, avec une particularité dans mon approche, c'est l'approche initiatique. Et cette approche initiatique nous invite à nous remettre à l'origine de ce qui nous arrive, dans le sens de retrouver, récupérer notre pouvoir co-créateur. Ça, c'est vraiment le postulat de mon approche d'accompagnement. Et j'ai mis en place depuis plusieurs années, en fait, un accompagnement autour des cycles des saisons. Et dans ce travail autour des cycles des saisons, je m'inspire des traditions originelles comme la tradition taoïste, la tradition africaine de l'ancienne Égypte et puis d'autres traditions même avant toutes ces traditions-là, qui en fait observaient la nature et dans cette observation de la nature se rendaient compte en fait que l'homme était à l'image de la nature. En fait, oui, c'est normal. Justement, donc par rapport à cette approche dont je parlais, où je rentre en contact avec ce qui se passe dans la nature, tout simplement parce que l'homme est à l'image de la nature. Donc, si l'homme est à l'image de la nature, en fait, ça veut dire que l'homme est la nature. Et ça, c'est vraiment la spécificité de ce travail, puisque ça nous remet dans notre centre en sachant que nous devenons un mage. Et c'est pour ça que dans la plupart des conférences que j'ai pu faire, je jouais beaucoup avec ce jeu de mots où je dis l'âme agit, la magie, l'âme
agit. La magie, c'est quoi? C'est l'âme qui agit dans une intelligence par rapport aux lois du vivant, c'est-à-dire à ce que la nature, qui est la magie, qui est vivante, nous propose, nous, en tant qu'êtres humains entre ciel et terre, d'œuvrer pour co-créer l'univers que nous voulons voir se manifester. En sachant que nous ne sommes pas seuls au monde, il y a d'autres personnes, donc en fait, nous sommes tous en train de co-créer et de jouer le jeu du multivers, si je peux me permettre d'utiliser ce terme-là. Et donc, le cycle des saisons, c'est un accompagnement de groupe, de thérapie de groupe, je dis bien c'est de la thérapie de groupe, dans laquelle chaque personne va venir avec son histoire et se rendre compte que son histoire est en résonance avec l'histoire d'autres participants. Et ça fait que finalement, nous racontons tous une histoire universelle. Et c'est pour ça que c'est un accélérateur de thérapie, d'où le petit jeu de mots, en fait, 30 minutes pour économiser 30 ans sur le divan. Donc, en fait, c'est une manière de dire, en fait, que vous pouvez avoir fait des thérapies sur plusieurs années, et puis quand on parle de 30 minutes sur le divan, de 30 ans sur le divan, en fait, je pense à la psychanalyse, mais il n'y a pas que la psychanalyse, il y a toute forme de thérapie qui, dans toute thérapie, dans toute approche, que ce soit psychologique, ou que ce soit des approches de coaching, il y a des limites, mais comme tout d'ailleurs. Par contre, s'inscrire dans une démarche initiatique, c'est s'inscrire dans une approche de l'âme, et qui parle de l'âme, parle du commencement, c'est-à-dire du 1 jusqu'à l'infini, c'est-à-dire jusqu'à l'infini. C'est-à-dire que l'approche que moi j'ai choisie dans mon accompagnement, c'est une approche qui est infinie, c'est-à-dire que quand on commence, il n'y a pas de fin, dans le sens où il n'y a pas de limite, en fait, à ce que nous avons à découvrir, à explorer de qui nous sommes. Même si l'enjeu, c'est de retrouver cette unité qui est à l'intérieur de nous, bien évidemment, donc nous retrouvons cette unité, et à travers cette unité, nous co-créons avec les autres le jeu de la vie. Aujourd'hui, le thème de ce soir, c'est calmer nos névroses. Donc, en général, les webinaires que je propose, donc j'ai un PowerPoint que je présente en fait pour détailler un petit peu différentes choses de manière rapide, pour ne pas justement m'étendre sur plein de choses, parce que la plupart des personnes qui me connaissent savent que quand je fais des conférences, en fait, ça peut durer plusieurs heures. C'est la raison pour laquelle j'aime bien que ce soit des conférences interactives, pour que je puisse justement moi me limiter aussi sur tout ce que je peux canaliser en instant T. Toujours est-il que là, par rapport aux conditions particulières, exceptionnelles d'aujourd'hui, qui est la pleine lune, c'est une belle pleine lune en bélier, j'ai malheureusement pas la possibilité d'avoir une connexion qui me permet de vous faire un partage d'écran pour vous présenter ce PowerPoint. Toujours est-il que le thème de ce soir, c'est calmer les névroses. Calmer les névroses, c'est quoi en fait? Une névrose, vous savez, j'imagine tout ce que c'est, on va dire, un système de comportement, entre guillemets, que nous mettons en place et qui s'origine d'une blessure, une blessure qui a pu s'inscrire dans l'enfance, dans l'adolescence ou même à l'âge adulte. C'est-à-dire que pour moi, en général, tout s'inscrit dans les 3 premières années de notre existence. Dans les 7 premières années de notre existence, les 3 et les 7 premières années vont déterminer pas mal de choses qui vont être à l'origine, on va dire au commencement plus tard, de certaines choses que nous manifestons à l'âge adulte. En sachant qu'il n'y a pas que les 7 premières années, ni les 3 premières années, comme tout est au commencement, forcément, les choses se passent déjà au niveau intra-utérine, et donc aussi au premier commencement, qui est la première respiration que nous avons lorsque nous sortons du ventre de notre mère. Donc, vous avez vu que j'ai fait un schéma 3-7, mais en fait, je reviens au 1-3-7. Et avant le 1-3-7, il y a également le 0, notre 0 qui va représenter l'origine, notre origine. Donc, dans l'approche initiatique, nous disons que nous sommes à l'origine de ce qui nous arrive. Donc, qui dit l'origine de ce qui nous arrive, si on se place au niveau intra-utérin, on va considérer que notre origine, c'est tout ce qui s'est passé pendant notre période de gestation. Donc, on va dire en moyenne 9 mois de gestation, même si aujourd'hui, on peut remarquer, grâce, entre guillemets,
au progrès de la médecine qu'il y a des grands prématurés qui naissent à 6 mois, 7 mois, enfin 6 mois, et qui arrivent vraiment à avoir une vie en santé plus tard. Donc moi, je veux partir sur la symbolique du 9, parce que le 9, c'est un signe également, c'est un nombre qui symbolise vraiment la fin d'un cycle, le commencement de quelque chose de nouveau. Donc en fait, on peut voir que l'approche initiatique dit que nous sommes au commencement de ce qui nous arrive, et moi, je fais la différence entre le commencement et l'origine. Donc moi, je dis que nous sommes à l'origine de ce qui nous arrive. Oui, à l'origine, pourquoi? Parce que si on prend la dimension juste intra-utérin, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans le ventre de notre mère pendant la gestation, on va considérer que le ventre de notre mère, notre matrice, c'est notre origine. Et ensuite, quand nous naissons, donc on va commencer notre existence dans le commencement de cette première respiration que nous allons avoir en sortant du ventre de notre mère. Et donc, notre premier jour de naissance, c'est ce que je vais appeler le commencement. Donc, on pourrait considérer que c'est le 1. Là où l'origine, on pourrait considérer que c'est le 0, même si à l'intérieur s'œuvrent des mois et des mois et des mois jusqu'aux 9 mois où on va arriver. Donc, vous pouvez déjà voir l'origine, les 9 mois de gestation, et le commencement, c'est le début de notre existence sur Terre par rapport à la naissance. Si on retrace encore d'autres choses, je pourrais dire que mon commencement à moi, c'est mon papa et ma maman, mais mon origine à moi, c'est mes grands-parents. Le commencement de mes parents, ce sont leurs parents, donc ce sont mes grands-parents, et leur origine, ce sont mes arrière-grands-parents. Donc on pourrait remonter comme ça de commencement en origine pour retracer vraiment cette chaîne-là et voir que dans cette approche initiatique, tout dépend du point de vue dans lequel on se place, et à partir du point de vue dans lequel on se place, on peut déterminer l'origine ou le commencement de notre névrose. Donc, je reviens en fait à ce thème. Ce soir, c'est calmer nos névroses. Donc, vous avez vu que je vous ai proposé une approche, un regard de la névrose d'un point de vue initiatique, en sachant que j'ai 30 minutes pour vous proposer quelque chose de rapide par rapport à ça. Et aussi que avec mes origines africaines et ce que moi je propose en m'inspirant des traditions qui sont les miennes, je vous disais tout à l'heure que la psychanalyse et d'autres formes de thérapie qui travaillent uniquement sur le commencement, donc c'est-à-dire papa, maman, puisque c'est notre commencement, à un moment donné, on va arriver à oui, mais c'est quand même à cause de mon père, à cause de ma mère, entre guillemets, quand je dis à cause d'eux, même si les thérapies qui travaillent sur la psyché nous renvoient à un moment donné à la responsabilité de notre histoire par rapport à papa et maman, mais toujours est-il que en se plaçant à un niveau psychologique, ce sera toujours à cause d'eux. Tandis que lorsqu'on se place avant papa et maman, ça veut dire que je suis à l'origine de mon papa et de ma maman, puisque j'étais antérieure à leur existence, en sachant que si je me base sur le principe de cette science-là, étant donné que tout ce qui existe sur Terre a sa contrepartie dans le plan invisible, ça veut dire que moi, j'existe avant, enfin, j'existe pas. Je suis avant d'exister. Il y a l'être avant l'existant. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en me plaçant à une dimension d'être, je peux observer que le petit jeu qui joue l'existant s'enferme dans la névrose qui caractérise son, entre guillemets, on va dire sa pseudo-identité. C'est pas vraiment son identité, mais sa personnalité. Je vais plutôt dire ça, c'est sa personnalité. Mais c'est pas lui, puisque l'être sait que c'est pas vrai. Donc l'être est à un endroit d'observateur qui observe l'acteur, donc mon petit ego, et le spectateur, celui qui observe le petit ego qui est en train de jouer le jeu, pour dire qu'en fait, tout ça, c'est pas vrai. Si je me place aussi dans cette tradition-là, on va pas parler de névrose, mais on va parler d'entité, d'esprit. Et donc là, je vais peut-être choquer certaines personnes qui viennent et qui me découvrent pour la première fois, parce qu'il y a des choses que je ne partage pas tout public, dans le sens où il y a des choses que je partage vraiment en présentiel pour les personnes qui ont l'habitude de travailler avec moi en présentiel, où on plonge vraiment en profondeur pour aller au-delà des limites de certaines formes de thérapie, pour commencer à parler un langage qui résonne avec notre origine. Notre origine par rapport aux névroses, c'est quoi? C'est notre sang. Ce qui est contenu dans le sang.
Beaucoup de thérapeutes parlent de mémoire cellulaire. Il y a des très grands experts qui ont fait énormément de travaux autour de la mémoire cellulaire. C'est très bien. Mais ils ne sont pas allés au cœur de ce qui vient avant la mémoire cellulaire. Et moi, j'ouvre depuis quelque temps justement ce travail parce que les personnes qui cheminent avec moi ont suffisamment maintenant intégré justement cette histoire de se remettre à l'origine de ce qui nous arrive. Et donc, du coup, parce que ce cadre-là et ce postulat-là est accueilli, est accepté, et ben, du coup, on peut plonger vraiment à l'origine de ce qui nous arrive à regarder notre héritage par rapport à notre sang. Et quand on commence à regarder ce qui se passe dans le sang, parler des névroses, ça ne parle pas au sang parce que ce n'est pas le langage du sang. Le langage du sang, le sang est en lien avec notre âme, il faut lui parler son langage. Nous sommes tous des êtres là avec des origines différentes ici. Nous parlons tous un même langage qui est la résonance de notre cœur. C'est pour ça que je dis souvent aux personnes, ne croyez pas ce que je dis, sentez la résonance. La résonance, non pas la raison de la tête, de l'intellect, mais la résonance par rapport au cœur. Parce que le cœur vibre à l'unisson et lorsque l'on entend le langage du cœur, on entend le langage universel. Par contre, les mots que moi j'utilise en français sont limitants et souvent ça limite même l'information que je cherche à partager parce que c'est limitant. Si je parle la langue de mes origines, je vais utiliser un autre langage qui va être un petit peu plus proche de l'information que je cherche à véhiculer parce que la langue que moi je parle de mes origines est un petit peu plus proche d'un point de vue symbolique par rapport à l'essence même de l'information, puisque les langues africaines, entre guillemets, on sait très bien que c'est un langage qui est très symbolisé, symbolique, et qu'on sait que quand on est dans le symbolisme, on est au-delà de la limite que peut nous proposer les mots, que ce soit en anglais, en français ou dans d'autres langues. Donc, pour finir, puisque j'ai beaucoup parlé, excusez-moi si j'ai été rapide, ce que je vais proposer, c'est que je mettrai ça sur ma chaîne YouTube pour que vous ayez le temps de réécouter, puisqu'en général, voilà, là, je suis un peu limitée au niveau du temps. Comment calmer nos névroses? Vous allez me dire, puisque c'est le sujet de ce soir, en fait. Lorsque vous allez réécouter ce que je vous ai partagé ce soir, vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas de comment. Parce que le comment, c'est encore rentrer dans la limitation. Or, être dans un questionnement dans le sens du pourquoi calmer ces névroses, c'est de revenir à l'origine du principe de la névrose et voir quelle est la loi qui génère nos différentes névroses-là pour voir que la manifestation de ces névroses-là peuvent être résolues en regardant la loi derrière et donc du coup le principe qui agit, qui est à l'origine, on va dire ça comme ça, de la névrose. Si vous voyez le schéma que je viens de faire, je viens de vous parler de la névrose, donc c'est la manifestation. Ah, gna, 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 il ne m'a pas fait ça, gna, 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 gna. Donc je suis dans mes mécanismes de fuite, de contrôle, bon, bref, tout ce que vous pouvez savoir de vos névroses, hein, dans le sens, on va dire, rapide, pour faire rapide. Ça, c'est la manifestation. Ça, c'est les faits, si je peux dire ça comme ça. Mais derrière les faits ou derrière la manifestation, il y a un commencement. Et le commencement, ça va être la loi. Donc, ce commencement, on pourrait dire que c'est aussi notre âme. Et si on va au-delà de l'âme, on va parler de notre esprit. Et donc, l'esprit, c'est le un, c'est l'unité, c'est le principe. Et les personnes qui travaillent avec moi ont remarqué, en fait, que souvent, quand je les accompagne, je les invite, en fait, à regarder ce qu'il y a derrière. Donc, quand je dis qu'est-ce qu'il y a derrière ton comportement, je suis en train de les proposer de regarder quelle est la loi que cette personne applique lorsqu'elle a ce genre d'attitude. Et lorsque la personne revient donc à la loi qui est la sienne par rapport à un comportement qu'elle a, ça lui permet justement de commencer à reprendre le pouvoir sur un comportement qu'elle ne veut plus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Donc là, je suis déjà en train de vous ouvrir à votre fameux comment, puisque la plupart du temps, les gens, ils cherchent des comment, des comment, des comment. Mais vous voyez que moi, je vous invite au pourquoi. Donc, dès lors que l'on revient, on fait un pas en arrière pour être l'observateur du comportement, on peut forcément choisir à ce moment-là de modifier la loi, non pas le comportement, mais la loi qui me fait agir pour que naturellement, on découle un comportement différent. C'est ça, en fait. Et si je vois qu'en allant au niveau de la loi, ça ne marche pas, je vais un pas plus loin, donc c'est-à-dire à l'origine, et à l'origine, je vais voir quel est le principe qui a engendré cette loi et qui engendre le comportement névrotique.
Voilà ce que je peux vous proposer. Et bien évidemment, si vous avez envie d'aller plus loin, ben moi, je vous inviterai à venir découvrir tout ce qu'il y a derrière, tout ce que je viens de dire, justement, parce qu'il y a beaucoup de choses à explorer. Sachez juste qu'en fait, cette approche de travail initiatique s'inscrit, donc, comme je vous disais, sur les principes et les lois du vivant. L'approche initiatique, c'est ça, c'est revenir à l'origine et au commencement de ce qui nous arrive. Et quand on parle de l'origine et au commencement de ce qui nous arrive, on est forcément en train d'exprimer, de parler des lois du vivant, des principes de l'univers que Jeuchi ou Thoth ou Hermès Trismégiste, selon les paradigmes de chacun, a pu instaurer autour des 7 principes que vous connaissez certainement du Kybalion. Et on voit bien qu'il a structuré ça autour de 7 principes. Et ces 7 principes-là vont engendrer des multiples lois. Et chaque fois qu'une loi qui découle de ces 7 principes est alignée avec le principe, forcément, le comportement qui va avec va être aligné avec la loi et donc le principe qui est derrière. Sachez aussi que nous, en tant qu'humains, nous pouvons créer nos propres lois. Et c'est ça qui est fameux et fabuleux dans ce que je propose aux personnes lorsqu'elles commencent vraiment à reprendre la responsabilité et l'origine de leur histoire, parce qu'elles commencent à créer leurs propres lois. Et dès lors que leurs propres lois, lorsqu'on arrive à créer, une fois, il y a 2 ans, je crois, il y a Stéphanie M., je ne sais pas si elle est là, qui m'avait posé cette question. Oui, mais comment créer ses propres lois? Donc, je ne sais pas si tu te souviens de ce que je t'avais dit. Oui, je me souviens très bien. Bon, ben, je pense que là, aujourd'hui, tu vas commencer à voir l'importance déjà d'avoir fait tout ce cheminement pour saisir que on ne peut pas créer ses propres lois si déjà on ne s'est pas inscrit dans la loi du vivant, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore intégré la vérité par rapport à ces lois-là. Et quand je parle de ces lois, je parle vraiment des principes du Kybalion et forcément des lois qui en découlent. Tu comprends? Parce que si on est encore dans une transgression des lois, hein, vous voyez, quand on est dans des transgressions des lois comme la plupart des gens font, de manière inconsciente pour la plupart, et puis consciente pour ceux qui connaissent la loi, parce qu'en général, les gens qui sont dans une transgression de loi consciente, c'est des gens qui connaissent les lois. Voilà. On est conscient qu'on transgresse, donc je dis, bon, mais là, je transgresse. Mais dès lors qu'on transgresse de manière consciente pour essayer d'accompagner quelque chose, pour créer plus ou moins une forme d'ordre, il y a des moments où on peut dévier un petit peu certaines choses, mais quand c'est fait en conscience, il y a quand même une conscience, donc il y a quand même un alignement avec le principe derrière la loi. Mais il y a des personnes qui sont très pervers et qui vont transgresser des lois pour manipuler. Et ça, c'est encore un autre sujet. Donc, je disais donc, Stéphanie, que chercher à créer ses propres lois alors qu'on ne s'est pas encore aligné avec les principes et les lois du vivant, c'est dangereux. C'est dangereux, pourquoi? Parce qu'on devient tout puissant. On devient tout puissant. On va dire, mais au nom des lois que moi je crée, je peux tuer l'autre, je peux décider telle ou telle chose. Eh ben, en faisant ça, on n'est pas du tout aligné avec les lois du vivant. Tandis que quand on a saisi et qu'on s'aligne avec les lois du vivant, ça veut dire qu'on s'aligne avec la Ma'at, comme le disaient les anciens Égyptiens, enfin l'Égypte pharaonique, je veux dire, avant même les pharaons, pardon. La Ma'at, c'est quoi? Les 42 lois de la Ma'at, pour ceux qui ne connaissent pas, regardez. Ma'at, c'est l'ordre, l'équilibre et l'harmonie. Dès lors que la loi que tu crées génère de l'ordre et donc un équilibre et donc une harmonie, ça veut dire que la loi que tu as créée est complètement en alignement avec les lois derrière. Alors, je ne sais pas, ça a coupé? Parce que je vois quelqu'un qui a fait un partage d'écran. Non, mais c'est bon. Non, on t'entend. On t'entend toujours. Ah, d'accord, mais pourquoi il y a... Bon, d'accord, ok, tant mieux. Excusez-moi, l'image là m'a un petit peu embrouillée. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dès lors que Stéphanie, la loi que tu crées est dans l'ordre des choses. Vous voyez, quand on dit c'est dans l'ordre des choses, tu vois, Cathy, c'est dans l'ordre. Eh ben, dès lors que c'est dans l'ordre, c'est bon. Et tu regardes forcément que parce que c'est dans l'ordre, que les choses sont à leur place, naturellement, c'est équilibré. Il y a un équilibre par rapport à ça. Et là où il y a un équilibre, eh ben, on peut danser. Le masculin et le féminin peuvent danser ensemble et donc, du coup, être dans une harmonie. Vous saisissez? C'est comme ça qu'on devient vraiment
qu'on devient vraiment souverain de notre existence. Oui, c'est vraiment ça, de notre existence, de notre vie. Et on peut naturellement à ce moment-là jouer nos névroses, et je dis bien jouer nos névroses sans s'identifier, parce qu'il y a des moments, on est dans le jeu, on est dans le système, et puis on fait avec, mais on est conscient de ça, et on n'est pas manipulé. Parce que l'endroit où nous sommes pris par nos névroses, c'est l'endroit où nous nous identifions à la névrose, nous pensons que nous sommes ça, donc nous sommes collés à notre névrose, donc nous sommes identifiés, nous ne sommes pas ça. L'endroit où nous sommes manipulés encore par cette névrose, c'est même si j'ai compris que, ok, je ne suis pas ma blessure, je ne suis pas ma névrose, mais n'empêche que quand l'acteur, l'ego, joue la névrose et que moi, je suis le spectateur qui observe ça, je suis quand même touchée. Et dans cette toucherie-là, excusez-moi, dans cette toucherie, je m'identifie au jeu de l'acteur. Et dès lors que je m'identifie au jeu de l'acteur, je suis aussi quand même. Regardez, je suis en train de vous parler de Netflix, d'un film, d'une série. Vous voyez, on est touché par certains acteurs, par certains films. On est touché. Mais nous savons que nous sommes derrière notre canapé en train de regarder le film. Mais nous ne sommes pas la souffrance que la personne est en train de vivre. Nous le savons. Mais n'empêche qu'on est quand même touché. Puis on peut même réagir. Moi, je sais qu'il y a eu des films dans le passé où je réagissais aux films, comme Avatar, par exemple. Aujourd'hui encore, Avatar, je réagis encore quand je vois Avatar. Je ne peux plus regarder Avatar. Quand j'arrive même pas à la moitié, là, j'arrête. Je suis en colère. Ça m'énerve. Mais je suis consciente que, voilà, ce n'est pas une colère réactive par rapport à quelque chose, mais je sens que mon âme est complètement dans quelque chose. Et ça fait je ne sais pas combien d'années que Avatar est sorti. Je ne peux plus. J'ai regardé 2 fois au cinéma. Ça m'a suffi. Chaque fois que je regarde là, je n'arrive pas jusqu'au bout. Vous voyez? Mais je suis consciente de ma difficulté à aller jusqu'au bout de ce film parce que je vois bien qu'il y a quelque chose par rapport à mon âme qui est touchée, une blessure qui est toujours active et qui fait que, voilà, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Mais il y a d'autres films comme ça, je pourrais vous en citer plein. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Mais je le vis en conscience et je sais très bien que c'est mon histoire. Je ne vais pas projeter ça vers l'autre en disant que c'est à cause de l'autre. Vous voyez vraiment la différence entre être conscient de sa blessure et ne pas être conscient. Et donc, du coup, on dit que c'est la faute à l'autre. Il n'y a pas de faute à l'autre. C'est nous-mêmes. N'oubliez pas que nous sommes le créateur, le co-créateur de notre univers. Donc là, je vous ai parlé de l'acteur. Pardon? J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Oui, merci. On parle toujours de la conscience, mais vous n'avez pas cité la compassion envers soi. Consciente, oui, mais elle est où la dimension de la compassion envers soi? Parce que, je ne sais pas, pour moi, c'est une étape très importante pour aller au loin. Pardon, le français, c'est pas ma langue maternelle. Non, mais je comprends tout à fait. Oui, merci. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'indiquer plus sur ce point-là? Bien sûr. Donc, en fait, pour moi, la conscience, c'est comme une lumière. Donc là, vous m'excuserez vraiment à des conditions d'aujourd'hui. Si j'éteins, par exemple, cette lumière-là, regardez, vous ne me voyez plus. Vous voyez? Non. Mais quand vous ne me voyez plus, ce n'est pas pour autant que la lumière n'est pas là, parce que la lumière est toujours là. Même quand je suis dans le noir, il y a toujours de la lumière. Donc, quand je rallume en fait la lumière, je prends conscience de ce qui est là, mais que je ne voyais pas. Mais ça a toujours été là. Donc, en fait, une prise de conscience, c'est que les choses sont là, mais avec mes 5 sens limités, en mettant de la lumière, entre guillemets, je vois ce qui est là. La compassion, c'est quelque chose qui va toucher la dimension de l'intelligence, la véritable intelligence qui est l'intelligence du cœur. La compassion, elle vient être en résonance, c'est de la résonance en fait. Mais à l'intérieur de la compassion, il y a forcément de la lumière. La lumière, elle est partout. La lumière est partout. Et en fait, si j'ai bien entendu votre question, vous dites que je parle de la conscience et tout ça, mais où est la place de la compassion? Mais la compassion, elle est là tout le temps. La compassion, c'est la capacité aussi, ma compétence à accueillir inconditionnellement ce qui est sans porter un jugement sur ce qui est. Et à travers ça, je suis avec ce qui est. Je suis avec vous. Mais je n'aurai jamais votre mal dedans. Je n'aurai jamais la souffrance que vous pouvez avoir lorsque vous avez mal au genou et que vous avez des douleurs de règles et tout ça. Je ne pourrai jamais sentir votre douleur de règles, même si
je peux savoir ce que c'est, mais c'est à mon niveau, à moi. Mais ça ne m'empêche pas d'être avec votre douleur. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça pour moi, l'espace de la compassion. C'est être avec l'autre, quel que soit ce qui se passe pour l'autre, et sans identification aussi, hein, vous voyez? Parce qu'on ne peut pas... La lumière, elle est partout. Elle est partout, partout, partout. Parce que nous sommes lumière. Tout a été créé par la lumière. Vous saisissez? Oui, Et que la compassion, on pourrait presque dire que c'est l'une des qualités, des vertus, hein, c'est même au-delà de la qualité, au-delà de la vertu même, de l'âme. De l'âme. C'est quelque chose qui touche la dimension de notre âme. Et que oui. Oui, non, j'avais peut-être une fausse définition de la conscience parce que pour moi, la conscience, c'est le cerveau et la compassion, c'est le langage du cœur. Donc, c'est pour ça que j'ai posé cette question pour comprendre, genre, Très bien. Ouais, très bien. Très, très bonne question. En fait, souvent, les gens, effectivement, ont cette confusion-là parce qu'ils pensent que la conscience, en fait, elle est au niveau du cerveau. Parce qu'en fait, eux, ils confondent la dimension. Le cerveau, en fait, le cerveau, c'est l'intellect. D'accord. Notre cerveau, il est là pour être dans la logique, le raisonnement et l'analyse. Ça, c'est le cerveau, en gros. Définition du cerveau, raisonnement, logique, analyse. Enfin, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Raisonnement, logique, analyse. En tout cas, ça tourne toujours autour de ça. Ça, c'est notre cerveau. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très intellectuels. Moi, je ne le suis pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'intellectuel. Il y a des gens qui sont très intellectuels, mais ils sont bêtes. Excusez-moi. Quand je dis bête, il y a un grand initié qui s'appelle Ivanov qui disait que l'intelligence, c'est la connaissance des lois. Donc, celui qui ne connaît pas les lois est bête. Vous voyez? Mais on ne parle pas de bête du genre simplet ou non. Bête, bêtise, dans le sens où il n'applique pas les lois. Donc, il est bête. Et la véritable intelligence, c'est l'intelligence du cœur. L'espace où vous avez senti cette histoire avec la résonance. La véritable intelligence, c'est le cœur. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on voit, justement, c'est pour ça que les traditions égyptiennes sont magnifiques par rapport à ça. Parce que eux, comme ils avaient un langage symbolique, regardez par exemple Maat, dont la symbolique, elle est là, elle va peser. Maat, aussi, on pourrait la mettre, si on va plus loin, un peu plus, on va dire, on descend un petit peu dans d'autres symboliques, dans d'autres symbolismes, on peut la représenter par la balance, le signe de la balance. Vous voyez, le signe que vous connaissez de la balance. Donc, elle a une balance et Maat, là, elle a une plume là sur la tête. Là. Enfin, c'est une représentation d'Isis, hein, mais bon, je ne vais pas rentrer dans toute la cosmogonie égyptienne et tout ça. C'est que des symboles. Hein. Sachez que c'est des principes, ce n'est pas des êtres humains. Et donc, du coup, Maat, elle a la plume. Et lorsque la personne, elle meurt, elle va être jugée. Mais en fait, elle n'est pas jugée. C'est-à-dire que son cœur, on va prendre son cœur et on va faire la pesée du cœur. Et en fait, ce qui est magnifique là-dedans, c'est qu'on pense qu'en fait, on va être jugé par un Dieu qui va nous punir parce qu'on n'a pas bien agi. Mais en fait, c'est notre propre cœur qui nous montre comment on a agi ou pas. Et si ce cœur est plus lourd que la plume de Maat, eh ben en fait, nous nous rendons compte nous-mêmes des endroits où nous n'avons pas été justement dans cet espace du cœur, donc dans cet espace de compassion. Vous saisissez? Donc, c'est en ça qu'ils associaient l'intelligence à la loi, le cœur à la Maat. Vous saisissez? Le cœur est en lien avec la Maat. Donc, quand on dit dans d'autres traditions que l'amour ne connaît pas de loi, entendez bien aussi, on pourrait aller très très loin. Bon, là, je sens que je suis en train de me dévier là de mon sujet. Quand on dit que l'amour ne connaît pas de loi, cette phrase, je dirais que oui, dans le sens où, à l'endroit où il y a l'amour, on n'est pas à l'endroit des lois, puisque les lois représentent la dimension on va dire, du masculin, c'est-à-dire dans l'ensemble, dans la dimension des limites, alors que quand on est dans l'amour, on est sans limite. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que l'amour ne connaît pas de loi. Mais là où il y a de l'amour, on ne peut pas mettre de limite à la loi, on ne peut pas mettre de limite à l'amour. C'est pour ça que l'amour ne connaît pas de loi. Il n'y a pas de limite à l'amour. Quand vous aimez, vous aimez. Vous allez aimer quelqu'un et les gens vont dire, mais pourquoi elle aime cette personne-là? Pourquoi elle l'aime? Mais je l'aime parce que c'est comme ça. Mais je ne vous parle pas de l'amour névrotique. Hein. Je vous parle vraiment de la dimension de l'amour comme l'amour maternel. Par exemple, une mère elle va aimer son enfant alors qu'il est meurtrier. Mais je l'aime. Ça ne s'explique. L'amour ne s'explique pas.
Vous voyez? Donc, l'amour est sans limite parce que l'amour, c'est la dimension du cœur, c'est la dimension de notre âme. Et notre âme, comme elle est infinie, donc il n'y a pas de limite à ça. Et la dimension de la loi, c'est, en fait, je fais ça et j'ai une limite à ça en fonction du cadre et du référentiel dans lequel je suis. C'est pour ça que l'amour ne connaît pas de loi. Mais quand on dit ça, on est dans la dimension existentielle. Regardez bien et puis on va finir là-dessus. On est dans la dimension existentielle où la dimension de la loi, vous savez que c'est le principe masculin dans notre existence. Hein. Existentiellement, on peut dire par exemple que la fonction paternelle, c'est la fonction qui va poser des limites. C'est le masculin en nous qui pose des limites. C'est le père en moi qui pose des limites. C'est le père qui pose la loi. Là où la mère, elle, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour. Par contre, ce qui est intéressant dans la manifestation de cette loi au niveau existentiel, c'est que le principe qui est derrière la loi, c'est la Ma'at. Et la Ma'at, dans sa représentation, elle est féminine. Voilà, c'est vraiment ça que vous faites. La main sur le cœur. Voilà, je sens que l'information est passée. J'ai pas de mots, j'ai rien d'autre à rajouter. Très bien. Bon, mais écoutez, merci en tout cas pour cette magnifique question. Merci à vous. Donc, en fait, on est censé être vraiment dans 30 minutes. Là, on va clôturer avec ça. Moi, je vous invite vraiment pour ceux et celles qui ont envie d'aller un petit peu plus loin dans l'exploration de ces sujets qui sont infinis. Je propose une série justement de conférences autour de la dimension de l'âme où je suis en train d'ouvrir justement la manière dont on peut aller un petit peu plus loin dans la guérison, entre guillemets, de nos blessures à travers justement l'exploration de ce que le sang, donc notre héritage, le transgénérationnel, nos lignées et l'universel que nous sommes tous, quelles que soient nos origines, peuvent nous dire. Parce qu'au niveau du sang, le sang a un seul langage et que nous soyons noirs, blancs, jaunes, rouges, verts, extraterrestres et autres, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Même si moi, j'ai le sang bleu. Hein. Non, mais je rigole. Non, mais bon, c'est la petite blague que j'aime bien, même si c'est un petit peu vrai. Mais bon. Vous voyez, regardez même les rois. On disait que les rois avaient le sang bleu. Et quand vous voyez que toutes les divinités, vous prenez Shiva, il est bleu. Vous prenez dans Avatar, c'est des êtres bleus. Vous prenez les Schtroumpfs, ils sont bleus. Bon, je ne veux pas tous vous les faire, mais regardez derrière, il y a toute une symbolique qui est extraordinaire à explorer. Éventuellement, je pourrais faire l'objet d'une conférence là-dessus pour qu'on aille regarder qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi on disait que ceux qui portent la royauté ont le sang bleu. Mais la royauté, c'est quoi? C'est pas juste d'avoir une couronne là à l'extérieur. La couronne n'est que la manifestation à l'extérieur de quelque chose qui est notre royauté intérieure, c'est-à-dire notre souveraineté d'être. C'est ça, être roi. OK? Bon, ben écoutez, en tout cas, waouh, c'était génial. Hein, je suis dans une voiture en train de faire un webinaire. On va pas me prendre au sérieux, mais voilà, j'ai fait avec les conditions du vivant. Donc, en tout cas, merci pour toutes les personnes et les nouvelles personnes qui ont été là. J'aurai vraiment plaisir à vous retrouver dans un autre cadre. Je crois que le prochain, c'est... il y a une méditation bientôt et puis il y a un webinaire sur la magie justement qui suite à une demande qu'une personne que j'accompagne m'a faite. Je ne sais pas, c'est quoi déjà le titre, Cathy, de la conférence sur la magie? Lâcher le contrôle et laisser l'âme agir. Voilà. Donc ça va être aussi un sujet très intéressant où justement, pourquoi pas, je pourrais repartir sur ce que nous avons posé là parce que je sens que nous avons posé beaucoup de choses et pour ouvrir justement la dimension de la magie, en sachant que derrière tout ça, c'est toujours le fameux, entre guillemets, comment calmer ses névroses, quoi. Mais bon, vous avez vu, hein, on est parti sur d'autres plans. Voilà, merci à tous et à toutes. Et puis, j'aurai plaisir à vous retrouver dans un autre contexte ou sinon, au mois prochain, pour le prochain sujet, autour des 30 minutes pour économiser 30 ans de sa vie. Sur le divan, pardon. C'est pareil. Allez, ciao. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Gracias. Au revoir. Au revoir.